Lettre 86. La maréchale de à la marquise de Merteuil. Billet inclus dans la précédente. Mon Dieu, qu'est-ce donc que j'apprends, ma chère madame? Est-il possible que ce petit prévent fasse de pareilles abominations? Et encore vis-à-vis de vous. À quoi on est exposé? On ne sera donc plus en sûreté chez soi. En vérité, ces événements-là consolent d'être vieille. Mais de quoi je ne me consolerai jamais, c'est d'avoir été en partie cause de ce que vous avez reçu un pareil monstre chez vous. Je vous promets bien que, si ce qu'on m'en a dit est vrai, il ne remettra plus les pieds chez moi. C'est le parti que tous les honnêtes gens prendront avec lui s'ils font ce qu'ils doivent. On m'a dit que vous vous étiez trouvé bien mal, et je suis inquiète de votre santé. Donnez-moi, je vous prie, de vos chères nouvelles, ou faites-m'en donner par une de vos femmes, si vous ne le pouvez pas vous-même. Je ne vous demande qu'un mot pour me tranquilliser. Je serai accourue chez vous ce matin sans mes bains que mon docteur ne me permet pas d'interrompre, et il faut que j'aille cet après-midi à Versailles, toujours pour l'affaire de mon neveu. Adieu, ma chère madame. Comptez pour la vie sur ma sincère amitié. Paris, ce 25 septembre 1702 étoiles. Point. Lettre 87. La marquise de Merteuil à madame de Volanges. Je vous écris de mon lit, ma chère bonne amie. L'événement le plus désagréable et le plus impossible à prévoir m'a rendu malade de saisissement et de chagrin. Ce n'est pas qu'assurément j'ai rien à me reprocher, mais il est toujours si pénible pour une femme honnête et qui conserve la modestie convenable à son sexe de fixer sur elle l'attention publique, que je donnerais tout au monde pour avoir pu éviter cette malheureuse aventure, et que je ne sais encore si je ne prendrai pas le parti d'aller à la campagne attendre qu'elle soit oubliée. Voici ce dont il s'agit. J'ai rencontré chez la maréchale de un monsieur de Prévent que vous connaissez sûrement de nom, et que je ne connaissais pas autrement. Mais en le trouvant dans cette maison, j'étais bien autorisée, ce me semble, à le croire bonne compagnie. Il est assez bien fait de sa personne, et il m'a paru ne pas manquer d'esprit. Le hasard et l'ennui du jeu me laissèrent seule de femme entre lui et l'évêque de tandis que tout le monde était occupé au lansquenet, je ne sais toujours pas. Nous causâmes tous trois jusqu'au moment du souper. À table, une nouveauté dont on parla lui donna l'occasion d'offrir sa loge à la maréchale, qu'il accepta, et il fut convenu que j'y aurais une place. C'était pour lundi dernier, aux Français. Comme la maréchale venait souper chez moi au sortir du spectacle, je proposai à ce monsieur de l'y accompagner, et il y vint. Le surlendemain, il me fit une visite qui se passa en propos d'usage, et sans qu'il y eût du tout rien de marqué. Le lendemain, il vint me voir le matin, ce qui me parut bien un peu leste. Mais je crus qu'au lieu de le lui faire sentir par ma façon de le recevoir, il valait mieux l'avertir par une politesse, que nous n'étions pas encore aussi intimement liés qu'il paraissait le croire. Pour cela, je lui envoyai le jour même une invitation bien sèche et bien cérémonieuse pour un souper que je donnai avant-hier. Je ne lui adressai pas la parole 4 fois dans toute la soirée, et lui, de son côté, se retira aussitôt sa partie finie. Vous conviendrez que, jusque-là, rien n'a moins l'air de conduire à une aventure. On fit, après les parties, une macédoine qui nous mena jusqu'à près de 2 heures, et enfin je me mis au lit. Il y avait au moins une mortelle demi-heure que mes femmes étaient retirées, quand j'entendis du bruit dans mon appartement. J'ouvris mon rideau avec beaucoup de frayeur, et vis un homme entrer par la porte qui conduit à mon boudoir. Je jetai un cri perçant, et je reconnus à la clarté de ma veilleuse ce monsieur de Prévent qui, avec une effronterie inconcevable, me dit de ne pas m'alarmer, qu'il allait m'éclaircir le mystère de sa conduite, et qu'il me suppliait de ne faire aucun bruit. En parlant ainsi, il allumait une bougie. J'étais saisie au point que je ne pouvais parler. Son air aisé et tranquille me pétrifiait, je crois encore davantage. Mais il n'eut pas dit 2 mots que je vis quel était ce prétendu mystère. Et ma seule réponse fut, comme vous pouvez le croire, de me pendre à ma sonnette. Par un bonheur incroyable, tous les gens de l'office avaient veillé chez une de mes femmes, et n'étaient pas encore couchés. Ma femme de chambre qui, en venant chez moi,
m'entendit parler avec beaucoup de chaleur, fut effrayé, et appela tout ce monde-là. Vous jugez quel scandale. Mais Jean était furieux. Je vis le moment où mon valet de chambre tuait Prévan. J'avoue que, pour l'instant, je fus fort aise de me voir en force. En y réfléchissant aujourd'hui, j'aimerais mieux qu'il ne fût venu que ma femme de chambre. Elle aurait suffi et j'aurais peut-être évité cet éclat qui m'afflige. Au lieu de cela, le tumulte a réveillé les voisins. Les gens ont parlé, et c'est depuis hier la nouvelle de tout Paris. Monsieur de Prévan est en prison par ordre du commandant de son corps, qui a eu l'honnêteté de passer chez moi pour me faire des excuses, m'a-t-il dit. Cette prison va encore augmenter le bruit, mais je n'ai jamais pu obtenir que cela fût autrement. La ville et la cour se sont fait écrire à ma porte, que j'ai fermée à tout le monde. Le peu de personnes que j'ai vues m'a dit qu'on me rendait justice, et que l'indignation publique était au comble contre monsieur de Prévan. Assurément, il le mérite bien, mais cela n'ôte pas le désagrément de cette aventure. De plus, cet homme a sûrement quelques amis, et ses amis doivent être méchants. Qui sait? Qui peut savoir ce qu'ils inventeront pour me nuire? Mon Dieu, qu'une jeune femme est malheureuse. Elle n'a rien fait encore, quand elle s'est mise à l'abri de la médisance. Il faut qu'elle en impose même à la calomnie. Mandez-moi, je vous prie, ce que vous auriez fait. Ce que vous feriez à ma place. Enfin, tout ce que vous pensez. C'est toujours de vous que j'ai reçu les consolations les plus douces et les avis les plus sages. C'est de vous aussi que j'aime le mieux à en recevoir. Adieu, ma chère et bonne amie. Vous connaissez les sentiments qui m'attachent à vous pour jamais. J'embrasse votre aimable fille. Paris, ce 26 septembre 1700, étoile. Troisième partie. Lettre 88. Cécile Volanges au vicomte de Valmont. Malgré tout le plaisir que j'ai, monsieur, à recevoir les lettres de monsieur le chevalier d'Ancenis, et quoique je ne désire pas moins que lui que nous puissions nous voir encore, sans qu'on puisse nous en empêcher, je n'ai pas osé cependant faire ce que vous me proposez. Premièrement, c'est trop dangereux. Cette clé que vous voulez que je mette à la place de l'autre lui ressemble bien assez à la vérité, mais pourtant, il ne laisse pas d'y avoir encore de la différence, et maman regarde à tout, s'aperçoit de tout. De plus, quoiqu'on ne s'en soit pas encore servi depuis que nous sommes ici, il ne faut qu'un malheur, et si on s'en apercevait, je serais perdue pour toujours. Et puis, il me semble aussi que ce serait bien mal, faire comme cela une double clé, c'est bien fort. Il est vrai que c'est vous qui auriez la bonté de vous en charger, mais malgré cela, si on le savait, je n'en porterais pas moins le blâme et la faute, puisque ce serait pour moi que vous l'auriez faite. Enfin, j'ai voulu essayer 2 fois de la prendre, et certainement cela serait bien facile, si c'était tout autre chose. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis toujours mise à trembler, et n'en ai jamais eu le courage. Je crois donc qu'il vaut mieux rester comme nous sommes. Si vous avez toujours la bonté d'être aussi complaisant que jusqu'ici, vous trouverez toujours bien le moyen de me remettre une lettre. Même pour la dernière, sans le malheur qui a voulu que vous vous retourniez tout de suite dans un certain moment, nous aurions eu bien aisé. Je sens bien que vous ne pouvez pas, comme moi, ne songer qu'à ça. Mais j'aime mieux avoir plus de patience et ne pas tant risquer. Je suis sûre que monsieur Danceny dirait comme moi, car toutes les fois qu'il voulait quelque chose qui me faisait trop de peine, il consentait toujours que cela ne fût pas. Je vous remettrai, monsieur, en même temps que cette lettre, la vôtre, celle de monsieur Danceny, et votre clé. Je n'en suis pas moins reconnaissante de toutes vos bontés, et je vous prie bien de me les continuer. Il est bien vrai que je suis bien malheureuse, et que sans vous je le serais encore bien davantage. Mais après tout, c'est ma mère, il faut bien prendre patience. Et pourvu que monsieur Danceny m'aime toujours, et que vous ne m'abandonniez pas, il viendra peut-être un temps plus heureux. J'ai l'honneur d'être, monsieur, avec bien de la reconnaissance, votre très humble et très obéissante servante. De, quelque part, c'est 26 septembre 1702 étoiles. Lettre 89. Le vicomte de Valmont au chevalier d'Ancenis. Si vos affaires ne vont pas toujours aussi vite que vous le voudriez, mon ami,
Ce n'est pas tout à fait à moi qu'il faut vous en prendre. J'ai ici plus d'un obstacle à vaincre. La vigilance et la sévérité de Madame de Volanges ne sont pas les seules. Votre jeune amie m'en oppose aussi quelques-uns. Soit froideur ou timidité, elle ne fait pas toujours ce que je lui conseille. Et je crois cependant savoir mieux qu'elle ce qu'il faut faire. J'avais trouvé un moyen simple, commode et sûr de lui remettre vos lettres, et même de faciliter par la suite les entrevues que vous désirez. Mais je n'ai pu la décider à s'en servir. J'en suis d'autant plus affligée que je n'en vois pas d'autre pour vous rapprocher d'elle. Et que même pour votre correspondance, je crains sans cesse de nous compromettre tous trois. Or, vous jugez que je ne veux ni courir ce risque-là, ni vous y exposer l'un et l'autre. Je serais pourtant vraiment peinée que le peu de confiance de votre petite amie m'empêchât de vous être utile. Peut-être feriez-vous bien de lui en écrire. Voyez ce que vous voulez faire, c'est à vous seul à décider. Car ce n'est pas assez de servir ses amis, il faut encore les servir à leur manière. Ce pourrait être aussi une façon de plus de vous assurer de ses sentiments pour vous. Car la femme qui garde une volonté à elle n'aime pas autant qu'elle le dit. Ce n'est pas que je soupçonne votre maîtresse d'inconstance, mais elle est bien jeune. Elle a grand peur de sa maman qui, comme vous le savez, ne cherche qu'à vous nuire. Et peut-être serait-il dangereux de rester trop longtemps sans l'occuper de vous. N'allez pas cependant vous inquiéter à un certain point de ce que je vous dis là. Je n'ai dans le fond nulle raison de méfiance. C'est uniquement la sollicitude de l'amitié. Je ne vous écris pas plus longuement parce que j'ai bien aussi quelques affaires pour mon compte. Je ne suis pas aussi avancée que vous, mais j'aime autant et cela console. Et quand je ne réussirai pas pour moi, si je parviens à vous être utile, je trouverai que j'ai bien employé mon temps. Adieu, mon ami. Du château de ce 26 septembre 1700. Lettre 90. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Je désire beaucoup, monsieur, que cette lettre ne vous fasse aucune peine, ou si elle doit vous en causer, qu'au moins elle puisse être adoucie par celle que j'éprouve en vous l'écrivant. Vous devez me connaître assez à présent pour être bien sûr que ma volonté n'est pas de vous affliger. Mais vous, sans doute, vous ne voudriez pas non plus me plonger dans un désespoir éternel. Je vous conjure donc, au nom de l'amitié tendre que je vous ai promise, au nom même des sentiments peut-être plus vifs, mais à coup sûr pas plus sincères que vous avez pour moi, ne nous voyons plus. Partez. Et jusque-là, fuyons surtout ces entretiens particuliers et trop dangereux où, par une inconcevable puissance, sans jamais parvenir à vous dire ce que je veux, je passe mon temps à écouter ce que je ne devrais pas entendre. Hier encore, quand vous vîntes me joindre dans le parc, j'avais bien pour unique objet de vous dire ce que je vous écris aujourd'hui. Et cependant, qu'ai-je fait que m'occuper de votre amour auquel jamais je ne dois répondre. De grâce, éloignez-vous de moi. Ne craignez pas que votre absence altère jamais mes sentiments pour vous. Comment parviendrai-je à les vaincre quand je n'ai plus le courage de les combattre? Vous le voyez, je vous dis tout. Je crains moins d'avouer ma faiblesse que d'y succomber. Mais cet empire que j'ai perdu sur mes sentiments, je le conserverai sur mes actions. Oui, je le conserverai. J'y suis résolue, fût-ce aux dépens de ma vie. Hélas, le temps n'est pas loin, où je me croyais bien sûre de n'avoir jamais de pareils combats à soutenir. Je m'en félicitais. Je m'en glorifiais peut-être trop. Le ciel a puni, cruellement puni cet orgueil. Mais plein de miséricorde au moment même qu'il nous frappe, il m'avertit encore avant ma chute. Et je serais doublement coupable si je continuais à manquer de prudence, déjà prévenue que je n'ai plus de force. Vous m'avez dit 100 fois que vous ne voudriez pas d'un bonheur acheté par mes larmes. Ah, ne parlons plus de bonheur, mais laissez-moi reprendre quelque tranquillité. En accordant ma demande, quel nouveau droit n'acquerrez-vous pas sur mon cœur? Et cela fondé sur la vertu, je n'aurai point à m'en défendre. Combien je me plairai dans ma reconnaissance. Je vous devrai la douceur de goûter sans remords un sentiment délicieux. À présent, au contraire, effrayée de mes sentiments, de mes pensées, je crains également de m'occuper de vous et de moi. Votre idée même m'épouvante. Quand je ne peux la fuir, je la combats. Je ne l'éloigne pas, mais je la repousse.
Ne vaut-il pas mieux pour tous deux faire cesser cet état de trouble et d'anxiété? Ô vous, dont l'âme toujours sensible, même au milieu de ses erreurs, et restez amis de la vertu. Vous aurez égard à ma situation douloureuse, vous ne rejetterez pas ma prière. Un intérêt plus doux, mais non moins tendre, succédera à ces agitations violentes. Alors, respirant par vos bienfaits, je chérirai mon existence, et je dirai dans la joie de mon cœur, ce calme que je ressens, je le dois à mon ami. En vous soumettant à quelques privations légères, que je ne vous impose point, mais que je vous demande, croyez-vous donc acheter trop cher la fin de mes tourments? Ah, si pour vous rendre heureux, il ne fallait que consentir à être malheureuse, vous pouvez m'en croire, je n'hésiterai pas un moment. Mais devenir coupable? Non, mon ami, non, plutôt mourir 1000 fois. Déjà assailli par la honte, à la veille des remords, je redoute et les autres et moi-même. Je rougis dans le cercle et frémis dans la solitude. Je n'ai plus qu'une vie de douleur. Je n'aurai de tranquillité que par votre consentement. Mes résolutions les plus louables ne suffisent pas pour me rassurer. J'ai formé celle-ci dès hier, et cependant j'ai passé la nuit dans les larmes. Voyez votre amie, celle que vous aimez, confuse et suppliante. Vous demandez le repos et l'innocence. Ah, Dieu, sans vous, eût-elle jamais été réduite à cette humiliante demande? Je ne vous reproche rien. Je sens trop par moi-même combien il est difficile de résister à un sentiment impérieux. Une plainte n'est pas un murmure. Faites par générosité ce que je fais par devoir, et à tous les sentiments que vous m'avez inspirés, je joindrai celui d'une éternelle reconnaissance. Adieu. Adieu, monsieur. De quelque part ce 27 septembre 1702 étoiles. Lettre 91. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Consterné par votre lettre, j'ignore encore, madame, comment je pourrais y répondre. Sans doute, s'il faut choisir entre votre malheur et le mien, c'est à moi de me sacrifier, et je ne balance pas. Mais de si grands intérêts méritent bien, ce me semble, d'être avant tout discutés et éclaircis. Et comment y parvenir si nous ne devons plus nous parler ni nous voir? Quoi? Tandis que les sentiments les plus doux nous unissent, une vaine terreur suffira pour nous séparer, peut-être sans retour. En vain l'amitié tendre, l'ardent amour réclameront leurs droits. Leurs voix ne seront point entendues, et pourquoi? Quel est donc ce danger pressant qui vous menace? Ah, croyez-moi, de pareilles craintes, et si légèrement conçues, sont déjà, ce me semble, d'assez puissants motifs de sécurité. Permettez-moi de vous le dire, je retrouve ici la trace des impressions défavorables qu'on vous a données sur moi. On ne tremble point auprès de l'homme qu'on estime. On n'éloigne pas, surtout, celui qu'on a jugé digne de quelque amitié. C'est l'homme dangereux qu'on redoute et qu'on fuit. Cependant, qui fut jamais plus respectueux et plus soumis que moi? Déjà, vous le voyez, je m'observe dans mon langage. Je ne me permets plus ces noms si doux, si chers à mon cœur, et qu'il ne cesse de vous donner en secret. Ce n'est plus l'amant fidèle et malheureux, recevant les conseils et les consolations d'une amie tendre et sensible. C'est l'accusé, devant son juge, l'esclave devant son maître. Ces nouveaux titres imposent sans doute de nouveaux devoirs. Je m'engage à les remplir tous. Écoutez-moi, et si vous me condamnez, j'y souscris et je pars. Je promets davantage. Préférez-vous ce despotisme qui juge sans entendre? Vous sentez-vous le courage d'être injuste? Ordonnez, et j'obéis encore. Mais ce jugement ou cet ordre, que je l'entende de votre bouche. Et pourquoi m'allez-vous dire à votre tour? Ah, que si vous faites cette question, vous connaissez peu l'amour et mon cœur. N'est-ce donc rien que de vous voir encore une fois? Et, quand vous porterez le désespoir dans mon âme, peut-être un regard consolateur l'empêchera d'y succomber. Enfin, s'il me faut renoncer à l'amour, à l'amitié pour qui seul j'existe, au moins vous verrez votre ouvrage. Et votre pitié me restera, cette faveur légère, quand même je ne la mériterai pas,
Je me soumets, ce me semble, à la payer assez cher pour espérer de l'obtenir. Quoi? Vous allez m'éloigner de vous? Vous consentez donc à ce que nous devenions étrangers l'un à l'autre. Que dis-je? Vous le désirez? Et tandis que vous m'assurez que mon absence n'altérera point vos sentiments, vous ne pressez mon départ que pour travailler plus facilement à les détruire. Déjà, vous me parlez de les remplacer par de la reconnaissance. Ainsi, le sentiment qu'obtiendrait de vous un inconnu pour le plus léger service, votre ennemi même en cessant de vous nuire, voilà ce que vous m'offrez. Et vous voulez que mon cœur s'en contente. Interrogez le vôtre. Si votre amant, si votre ami venait un jour vous parler de leur reconnaissance, ne leur diriez-vous pas avec indignation: retirez-vous, vous êtes des ingrats? Je m'arrête et réclame votre indulgence. Pardonnez l'expression d'une douleur que vous faites naître. Elle ne nuira point à ma soumission parfaite. Mais je vous en conjure à mon tour, au nom de ces sentiments si doux que vous-même vous réclamez, ne refusez pas de m'entendre, et par pitié du moins pour le trouble mortel où vous m'avez plongé, n'en éloignez pas le moment. Adieu, madame. De quelque part, ce 27 septembre 1702 étoiles au soir. Lettre 92. Le chevalier d'Ancenis au vicomte de Valmont. Oh, mon ami, votre lettre m'a glacé d'effroi. Cécile, Dieu, est-il possible? Cécile ne m'aime plus. Oui, je vois cette affreuse vérité à travers le voile dont votre amitié l'entoure. Vous avez voulu me préparer à recevoir ce coup mortel. Je vous remercie de vos soins, mais peut-on en imposer à l'amour? Il court au-devant de ce qui l'intéresse. Il n'apprend pas son sort, il le devine. Je ne doute plus du mien. Parlez-moi sans détour, vous le pouvez, et je vous en prie. Mandez-moi tout, ce qui a fait naître vos soupçons, ce qui les a confirmés. Les moindres détails sont précieux. Tâchez surtout de vous rappeler ces paroles. Un mot pour l'autre peut changer toute une phrase. Le même a quelquefois deux sens. Vous pouvez vous être trompé. Hélas, je cherche à me flatter encore. Que vous a-t-elle dit? Me fait-elle quelque reproche? Au moins ne se défend-elle pas de ses torts? J'aurais dû prévoir ce changement, par les difficultés que depuis un temps elle trouve à tout. L'amour ne connaît pas tant d'obstacles. Quel parti dois-je prendre? Que me conseillez-vous? Si je tentais de la voir, cela est-il donc impossible? L'absence est si cruelle, si funeste, et elle a refusé un moyen de me voir. Vous ne me dites pas quel il était. S'il y avait en effet trop de danger, elle sait bien que je ne veux pas qu'elle se risque trop. Mais aussi je connais votre prudence, et pour mon malheur, je ne peux pas ne pas y croire. Que vais-je faire à présent? Comment lui écrire? Si je lui laisse voir mes soupçons, ils la chagrineront peut-être. Et s'ils sont injustes, me pardonnerai-je de l'avoir affligée? Si je les lui cache, c'est la tromper, et je ne sais point dissimuler avec elle. Oh, si elle pouvait savoir ce que je souffre, ma peine la toucherait. Je la connais sensible, elle a le cœur excellent, et j'ai mille preuves de son amour. Trop de timidité, quelque embarras, elle est si jeune. Et sa mère la traite avec tant de sévérité. Je vais lui écrire. Je me contiendrai, je lui demanderai seulement de s'en remettre entièrement à vous. Quand même elle refuserait encore, elle ne pourra pas au moins se fâcher de ma prière. Et peut-être elle consentira. Vous, mon ami, je vous fais mille excuses, et pour elle et pour moi. Je vous assure qu'elle sent le prix de vos soins, qu'elle en est reconnaissante. Ce n'est pas méfiance, c'est timidité. Ayez de l'indulgence, c'est le plus beau caractère de l'amitié. La vôtre m'est bien précieuse, et je ne sais comment reconnaître tout ce que vous faites pour moi. Adieu, je vais écrire tout de suite. Je sens toutes mes craintes revenir. Qui m'eût dit que jamais il m'en coûterait de lui écrire? Hélas, hier encore, c'était mon plaisir le plus doux. Adieu, mon ami, continuez-moi vos soins et plaignez-moi beaucoup. Paris, ce 27 septembre 1700 et les 2 étoiles. Lettre 93. Le chevalier d'Ancenis à Cécile Volanges, jointe à la précédente.
Je ne puis vous dissimuler combien j'ai été affligée en apprenant de Valmont le peu de confiance que vous continuez à avoir en lui. Vous n'ignorez pas qu'il est mon ami, qu'il est la seule personne qui puisse nous rapprocher l'un de l'autre. J'avais cru que ces titres seraient suffisants auprès de vous. Je vois avec peine que je me suis trompée. Puis-je espérer qu'au moins vous m'instruirez de vos raisons? Ne trouverez-vous pas encore quelques difficultés qui vous en empêcheront? Je ne puis cependant deviner, sans vous, le mystère de cette conduite. Je n'ose soupçonner votre amour, sans doute aussi vous n'oseriez trahir le mien. Ah, Cécile. Il est donc vrai que vous avez refusé un moyen de me voir. Un moyen simple, commode et sûr. Note de bas de page. Hop, hop, hop. Danceny ne sait pas quel était ce moyen. Il répète seulement l'expression de Valmont. Et oui. Et c'est ainsi que vous m'aimez. Une si courte absence a bien changé vos sentiments. Mais pourquoi me tromper? Pourquoi me dire que vous m'aimez toujours, que vous m'aimez davantage? Votre maman, en détruisant votre amour, a-t-elle aussi détruit votre candeur? Si au moins elle vous a laissé quelque pitié, vous n'apprendrez pas sans peine les tourments affreux que vous me causez. Ah, je souffrirai moins pour mourir. Dites-moi donc, votre cœur m'est-il fermé sans retour? M'avez-vous entièrement oublié? Grâce à vos refus, je ne sais ni quand vous entendrez mes plaintes, ni quand vous y répondrez. L'amitié de Valmont avait assuré notre correspondance. Mais vous n'avez pas voulu. Vous la trouviez pénible. Vous avez préféré qu'elle fût rare. Non, je ne croirai plus à l'amour, à la bonne foi. Et qui peut-on croire, si Cécile m'a trompée? Répondez-moi donc. Est-il vrai que vous ne m'aimez plus? Non, cela n'est pas possible. Vous vous faites illusion. Vous calomniez votre cœur. Une crainte passagère, un moment de découragement, mais que l'amour a bientôt fait disparaître. N'est-il pas vrai, ma Cécile? Ah, sans doute. Et j'ai tort de vous accuser. Que je serais heureux d'avoir tort. Que j'aimerais à vous faire de tendres excuses, à réparer ce moment d'injustice par une éternité d'amour. Cécile, Cécile, ayez pitié de moi. Consentez à me voir, prenez-en tous les moyens. Voyez ce que produit l'absence, des craintes, des soupçons, peut-être de la froideur. Un seul regard, un seul mot, et nous serons heureux. Mais quoi? Puis-je encore parler de bonheur? Peut-être est-il perdu pour moi, perdu pour jamais. Tourmenté par la crainte, cruellement pressé entre les soupçons injustes et la vérité plus cruelle, je ne puis m'arrêter à aucune pensée. Je ne conserve d'existence que pour souffrir et vous aimer. Ah, Cécile, vous seule avez le droit de me la rendre chère. Et j'attends du premier mot que vous prononcerez le retour du bonheur ou la certitude d'un désespoir éternel. Paris, ce 27 septembre 1700, des étoiles. Lettre 94, Cécile Volanges au chevalier Danceny. Je ne conçois rien à votre lettre, sinon la peine qu'elle me cause. Qu'est-ce que monsieur de Valmont vous a donc mandé? Et qu'est-ce qui a pu vous faire croire que je ne vous aimais plus? Cela serait peut-être bien heureux pour moi, car sûrement, j'en serais moins tourmentée. Et il est bien dur, quand je vous aime comme je fais, de voir que vous croyez toujours que j'ai tort, et qu'au lieu de me consoler, ce soit de vous que me viennent toujours les peines qui me font le plus de chagrin. Vous croyez que je vous trompe, et que je vous dis ce qui n'est pas. Vous avez là une jolie idée de moi. Mais quand je serai menteuse comme vous me le reprochez, quel intérêt y aurais-je? Assurément, si je ne vous aimais plus, je n'aurais qu'à le dire, et tout le monde m'en louerait, mais par malheur, c'est plus fort que moi, et il faut que ce soit pour quelqu'un qui n'en a pas d'obligation du tout. Qu'est-ce que j'ai donc fait pour vous tant fâcher? Je n'ai pas osé prendre une clé parce que je craignais que maman ne s'en aperçût et que cela ne me causât encore du chagrin, et à vous aussi à cause de moi. Et puis encore parce qu'il me semble que c'est mal fait. Mais ce n'était que monsieur de Valmont qui m'en avait parlé. Je ne pouvais pas savoir si vous le vouliez ou non, puisque vous n'en saviez rien. À présent que je sais que vous le désirez,
Est-ce que je refuse de la prendre, cette clé? Je la prendrai dès demain, et puis nous verrons ce que vous aurez encore à dire. Monsieur de Valmont a beau être votre ami, je crois que je vous aime bien autant qu'il peut vous aimer, pour le moins. Et cependant, c'est toujours lui qui a raison et moi j'ai toujours tort. Je vous assure que je suis bien fâchée. Ça vous est bien égal parce que vous savez que je m'apaise tout de suite. Mais à présent que j'aurai la clé, je pourrai vous voir quand je voudrai. Et je vous assure que je ne voudrai pas quand vous agirez comme ça. J'aime mieux avoir du chagrin qui me vienne de moi que s'il me venait de vous. Voyez ce que vous voulez faire. Si vous vouliez, nous nous aimerions tant, et au moins n'aurions-nous de peine que celle qu'on nous fait. Je vous assure bien que si j'étais maîtresse, vous n'auriez jamais à vous plaindre de moi. Mais si vous ne me croyez pas, nous serons toujours bien malheureux, et ce ne sera pas ma faute. J'espère que bientôt nous pourrons nous voir, et qu'alors nous n'aurons plus d'occasion de nous chagriner comme à présent. Si j'avais pu prévoir ça, j'aurais pris cette clé tout de suite. Mais en vérité, je croyais bien faire. Ne m'en voulez donc pas, je vous en prie. Ne soyez plus triste, et aimez-moi toujours autant que je vous aime. Alors je serai bien contente. Adieu, mon cher ami. Du château de ce 28 septembre 1700 peut-être. Lettre 95. On est à 50% du livre, ça c'est quand même incroyable. Si, c'est long. On va y arriver. Allez. Cécile Volanges, au vicomte de Valmont. Je vous prie, monsieur, de vouloir bien avoir la bonté de me remettre cette clé que vous m'aviez donnée pour mettre à la place de l'autre. Puisque tout le monde le veut, il faut bien que j'y consente aussi. Je ne sais pas pourquoi vous avez mandé à monsieur Danceny que je ne l'aimais plus. Je ne crois pas vous avoir jamais donné lieu de le penser. Et cela lui a fait bien de la peine, et à moi aussi. Je sais bien que vous êtes son ami, mais ce n'est pas une raison pour le chagriner, ni moi non plus. Vous me feriez bien plaisir de lui mander le contraire, la première fois que vous lui écrirez, et que vous en êtes sûr, car c'est en vous qu'il a le plus confiance. Et moi, quand j'ai dit une chose, et qu'on ne la croit pas, je ne sais plus comment faire. Pour ce qui est de la clé, vous pouvez être tranquille. J'ai bien retenu tout ce que vous me recommandiez dans cette lettre. Cependant, si vous l'avez encore, et que vous vouliez me la donner en même temps, je vous promets que j'y ferai bien attention. Si ce pouvait être demain en allant dîner, je vous donnerai l'autre clé après-demain à déjeuner, et vous me la remettriez de la même façon que la première. Je voudrais bien que cela ne fût pas long, parce qu'il y aurait moins de temps à risquer que maman ne s'en aperçût. Et puis, quand une fois vous aurez cette clé-là, vous aurez bien la bonté de vous en servir aussi pour prendre mes lettres. Et comme cela, monsieur Danceny aura plus souvent de mes nouvelles. Il est vrai que ce sera bien plus commode qu'à présent, mais c'est que d'abord, cela m'a fait trop peur. Je vous prie de m'excuser, et j'espère que vous n'en continuerez pas moins d'être aussi complaisant que par le passé. J'en serai aussi toujours bien reconnaissante. J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très humble et très obéissante servante. De quelque part, 28 septembre 113. Lettre 95. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Je parie bien que, depuis votre aventure, vous attendez chaque jour mes compliments et mes éloges. Je ne doute même pas que vous n'ayez pris un peu d'humeur de mon long silence. Mais que voulez-vous? J'ai toujours pensé que quand il n'y avait plus que des louanges à donner à une femme, on pouvait s'en reposer sur elle et s'occuper d'autre chose. Cependant, je vous remercie pour mon compte et vous félicite pour le vôtre. Je veux bien même pour vous rendre parfaitement heureuse, convenir que pour cette fois, vous avez surpassé mon attente. Après cela, voyons si de mon côté j'aurais du moins rempli la vôtre en partie. Ce n'est pas de madame de Tourvel dont je veux vous parler. Sa marche trop lente vous déplaît. Vous n'aimez que les affaires faites. Les scènes filées vous ennuient. Et moi, jamais je n'avais goûté le plaisir que j'éprouve dans ces lenteurs prétendues. Oui, j'aime à voir, à considérer cette femme prudente, engagée sans s'en être aperçue, dans un sentier qui ne permet plus de retour, et dont la pente rapide et dangereuse l'entraîne malgré elle, et la force à me suivre. Là, effrayée du péril qu'elle court,
Elle voudrait s'arrêter et ne peut se retenir. Ses soins et son adresse peuvent bien rendre ses pas moins grands, mais il faut qu'ils se succèdent. Quelquefois, n'osant fixer le danger, elle ferme les yeux et, se laissant aller, s'abandonne à mes soins. Plus souvent, une nouvelle crainte ranime ses efforts dans son effroi mortel. Elle veut tenter encore de retourner en arrière. Elle épuise ses forces pour gravir péniblement un court espace. Et bientôt, un magique pouvoir la replace plus près de ce danger, que vainement elle avait voulu fuir. Alors, n'ayant plus que moi pour guide et pour appui, sans songer à me reprocher davantage une chute inévitable, elle m'implore pour la retarder. Les ferventes prières, les humbles supplications, tout ce que les mortels dans leur crainte offrent à la divinité, c'est moi qui les reçois d'elle. Et vous voulez que, sourd à ses vœux, et détruisant moi-même le culte qu'elle me rend, j'emploie à la précipiter la puissance qu'elle invoque pour la soutenir. Ah, laissez-moi du moins le temps d'observer ces touchants combats entre l'amour et la vertu. Et quoi, ce même spectacle qui vous fait courir au théâtre avec empressement, que vous y applaudissez avec fureur, le croyez-vous moins attachant dans la réalité? Ces sentiments d'une âme pure et tendre, qui redoute le bonheur qu'elle désire, et ne cesse pas de se défendre, même alors qu'elle cesse de résister, vous les écoutez avec enthousiasme. Ne serait-il sans prix que pour celui qui les fait naître? Voilà pourtant, voilà les délicieuses jouissances que cette femme céleste m'offre chaque jour, et vous me reprochez d'en savourer les douceurs. Ah, le temps ne viendra que trop tôt, où, dégradée par sa chute, elle ne sera plus pour moi qu'une femme ordinaire. Mais j'oublie en vous parlant d'elle, que je ne voulais pas vous en parler. Je ne sais quelle puissance m'y attache, m'y ramène sans cesse, même alors que je l'outrage. Écartons sa dangereuse idée, que je redevienne moi-même pour traiter un sujet plus gai. Il s'agit de votre pupille, à présent devenue la mienne, et j'espère qu'ici vous allez me reconnaître. Depuis quelques jours, mieux traitée par ma tendre dévote, et par conséquent moins occupée d'elle, j'avais remarqué que la petite Volanges était en effet fort jolie, et que s'il y avait de la sottise à en être amoureux comme Danceny, peut-être n'y en avait-il pas moins de ma part à ne pas chercher auprès d'elle une distraction que ma solitude me rendait nécessaire. Il me parut juste aussi de me payer des soins que je me donnais pour elle. Je me rappelai en outre que vous me l'aviez offerte avant que Danceny eût rien fait à y prétendre, et je me trouvai fondée à réclamer quelque droit sur un bien qu'il ne possédait qu'à mon refus et par mon abandon. La jolie mine de la petite personne, sa bouche si fraîche, son air enfantin, sa gaucherie même fortifiaient ces sages réflexions. Je résolus d'agir en conséquence, et le succès a couronné l'entreprise. Déjà vous cherchez par quel moyen j'ai supplanté si tôt l'amant chéri. Quelle séduction convient à cet âge, à cette inexpérience. Épargnez-vous tant de peine, je n'en ai employé aucune, tandis que, maniant avec adresse les armes de votre sexe, vous triomphiez par la finesse, moi rendant à l'homme ses droits imprescriptibles, le subjuguai par l'autorité. Sûr de saisir ma proie si je pouvais la joindre, je n'avais besoin de ruse que pour m'en approcher, et même celle dont je me suis servi ne mérite presque pas ce nom. Je profitai de la première lettre que je reçus de Danceny pour sa belle, et après l'en avoir averti par le signal convenu entre nous, au lieu de mettre mon adresse à la lui rendre, je la mis à n'en pas trouver le moyen. Cette impatience que je faisais naître, je feignais de la partager, et après avoir causé le mal, j'indiquai le remède. La jeune personne habite une chambre dont une porte donne sur le corridor. Mais comme de raison, la mère en avait pris la clé. Il ne s'agissait que de s'en rendre maître. Rien de plus facile dans l'exécution. Je ne demandais que d'en disposer 2 heures, et je répondais d'en avoir une semblable. Alors correspondance, entrevues, rendez-vous nocturnes, tout devenait commode et sûr. Cependant, le croiriez-vous, l'enfant timide prit peur et refusa. Un autre s'en serait désolé, moi, je n'y vis que l'occasion d'un plaisir plus piquant. J'écrivis à Danceny pour me plaindre de ce refus, et je fis si bien que notre étourdi n'eut de cesse qu'il n'eût obtenu. Exigeai même de sa craintive maîtresse qu'elle accordât ma demande et se livrât toute à ma discrétion. J'étais bien aise, je l'avoue, d'avoir ainsi changé de rôle, et que le jeune homme fit pour moi ce qu'il comptait que je ferais pour lui. Cette idée doublait à mes yeux le prix de l'aventure.
Aussi, dès que j'ai eu la précieuse clé, me suis-je hâtée d'en faire usage. C'était la nuit dernière. Après m'être assurée que tout était tranquille dans le château, armée de ma lanterne sourde et dans la toilette que comportait l'heure et qu'exigeait la circonstance, j'ai rendu ma première visite à votre pupille. J'avais tout fait préparer, et cela par elle-même pour pouvoir entrer sans bruit. Elle était dans son premier sommeil, et dans celui de son âge, de façon que je suis arrivée jusqu'à son lit, sans qu'elle se soit réveillée. J'ai d'abord été tentée d'aller plus avant, et d'essayer de passer pour un songe, mais craignant l'effet de la surprise et le bruit qu'elle entraîne, j'ai préféré d'éveiller avec précaution la jolie dormeuse, et suis en effet parvenue à prévenir le cri que je redoutais. Après avoir calmé ses premières craintes, comme je n'étais pas venue là pour causer, j'ai risqué quelques libertés. Sans doute on ne lui a pas bien appris dans son couvent à combien de périls divers est exposée la timide innocence, et tout ce qu'elle a à garder pour n'être pas surprise, car, portant toute son attention, toutes ses forces à se défendre d'un baiser, qui n'était qu'une fausse attaque, tout le reste était laissé sans défense. Le moyen de n'en pas profiter. J'ai donc changé ma marche et sur le champ j'ai pris poste. Ici, nous avons pensé être perdus tous deux. La petite fille, tout effarouchée, a voulu crier de bonne foi. Heureusement sa voix s'est éteinte dans les pleurs. Elle s'était jetée aussi au cordon de sa sonnette, mais mon adresse a retenu son bras à temps. « Que voulez-vous faire ?» lui ai-je dit alors. « Vous perdre pour toujours, qu'on vienne, et que m'importe. À qui persuaderez-vous que je ne sois pas ici de votre aveu? Quel autre que vous m'aura fourni le moyen de m'y introduire? Et cette clé que je tiens de vous, que je n'ai pu avoir que par vous, vous chargerez-vous d'en indiquer l'usage ?» Cette courte harangue n'a calmé ni la douleur ni la colère, mais elle a amené la soumission. Je ne sais si j'avais le ton de l'éloquence, au moins est-il vrai que je n'en avais pas le geste. Une main occupée pour la force, l'autre pour l'amour. Quel orateur pourrait prétendre à la grâce en pareille situation? Si vous vous la peignez bien, vous conviendrez qu'au moins elle était favorable à l'attaque. Mais moi, je n'entends rien à rien, et comme vous dites, la femme la plus simple, une pensionnaire, me mène comme un enfant. Celle-ci, tout en se désolant, sentait qu'il fallait prendre un parti, et entrer en composition. Les prières me trouvant inexorables, il a fallu passer aux offres. Vous croyez que j'ai vendu bien cher ce poste important? Non, j'ai tout promis pour un baiser. Il est vrai que le baiser pris, je n'ai pas tenu ma promesse, mais j'avais de bonnes raisons. Étions-nous convenus qu'il serait pris ou donné? À force de marchander, nous sommes tombés d'accord pour un second. Et celui-là, il était dit qu'il serait reçu. Alors, ayant guidé ses bras timides autour de mon corps, et la pressant de l'un des miens plus amoureusement, le doux baiser a été reçu en effet. Mais bien, mais parfaitement reçu. Tellement enfin que l'amour n'aurait pas pu mieux faire. Tant de bonne foi méritait récompense. Aussi ai-je aussitôt accordé la demande. La main s'est retirée. Mais je ne sais par quel hasard je me suis trouvée moi-même à sa place. Vous me supposez là bien empressée, bien active, n'est-il pas vrai? Point du tout. J'ai pris goût aux lenteurs, vous dis-je. Une fois sûre d'arriver, pourquoi tant presser le voyage? Sérieusement, j'étais bien aise d'observer une fois la puissance de l'occasion, et je la trouvais ici dénuée de tout secours étranger. Elle avait pourtant à combattre l'amour, et l'amour soutenu par la pudeur ou la honte, et fortifié surtout par l'humeur que j'avais donnée, et dont on avait beaucoup pris. L'occasion était seule, mais elle était là, toujours offerte, toujours présente, et l'amour était absent. Pour assurer mes observations, j'avais la malice de n'employer de force que ce qu'on en pouvait combattre. Seulement si ma charmante ennemie, abusant de ma facilité, se trouvait prête à m'échapper, je la contenais par cette même crainte dont j'avais déjà éprouvé les heureux effets. Eh bien, sans autre soin, la tendre amoureuse, oubliant ses serments, a cédé d'abord et finit par consentir. Non pas qu'après ce premier moment les reproches et les larmes ne soient revenus de concert. J'ignore s'ils étaient vrais ou feints, mais comme il arrive toujours, ils ont cessé dès que je me suis occupée à y donner lieu de nouveau. Enfin, de faiblesse en reproche, et de reproche en faiblesse, nous ne nous sommes séparés que satisfaits l'un de l'autre, et également d'accord pour le rendez-vous de ce soir.
Je ne me suis retirée chez moi qu'au point du jour, et j'étais rendue de fatigue et de sommeil. Cependant, j'ai sacrifié l'un et l'autre au désir de me trouver ce matin au déjeuner. J'aime, de passion, les mines de lendemain. Vous n'avez pas d'idée de celle-ci. C'était un embarras dans le maintien, une difficulté dans la marche, les yeux toujours baissés, et si gros, et si battus. Cette figure si ronde s'était tant allongée. Rien n'était si plaisant. Et pour la première fois, sa mère, alarmée de ce changement extrême, lui témoignait un intérêt assez tendre, et la présidente aussi qui s'empressait autour d'elle. Oh, pour ces soins-là, ils ne sont que prêtés. Un jour viendra où on pourra les lui rendre, et ce jour n'est pas loin. Adieu, ma belle amie. Du château de Quelquepas, 1er octobre 1102 étoiles. Valmont. Sacré gaillard. Quel violeur, un violeur. C'est très grave, les amis. C'est très grave ce qu'on vient de lire. Aïe. Lettre 97. Cécile Volanges à la marquise de Merteuil. Ah, mon Dieu, madame, que je suis affligée, que je suis malheureuse. Qui me consolera dans mes peines, qui me conseillera dans l'embarras où je me trouve? Ce monsieur de Valmont et Danceny. Non, l'idée de Danceny me met au désespoir. Comment vous raconter? Comment vous dire? Je ne sais comment faire. Cependant, mon cœur est plein. Il faut que je parle à quelqu'un et vous êtes la seule à qui je puisse, à qui j'ose me confier. Vous avez tant de bonté pour moi. Mais n'en ayez pas dans ce moment-ci. Je n'en suis pas digne. Que vous dirais-je? Je ne le désire point. Tout le monde ici m'a témoigné de l'intérêt aujourd'hui. Ils ont tous augmenté ma peine. Je sentais tant que je ne le méritais pas. Grondez-moi au contraire. Grondez-moi bien car je suis bien coupable. Mais après sauvez-moi. Si vous n'avez pas la bonté de me conseiller, je mourrai de chagrin. Apprenez donc. Ma main tremble comme vous voyez, je ne peux presque pas écrire. Je me sens le visage tout en feu. Ah, c'est bien le rouge de la honte. Eh bien, je la souffrirai. Ce sera la première punition de ma faute. Oui, je vous dirai tout. Vous saurez donc que Monsieur de Valmont, qui m'a remis jusqu'ici les lettres de Monsieur Danceny, a trouvé tout d'un coup que c'était trop difficile. Il a voulu avoir une clé de ma chambre. Je puis bien vous assurer que je ne voulais pas, mais il a été en écrire à Danceny, et Danceny l'a voulu aussi. Et moi, ça me fait tant de peine quand je lui refuse quelque chose, surtout depuis mon absence qui le rend si malheureux, que j'ai fini par y consentir. Je ne prévoyais pas le malheur qui en arriverait. Hier, Monsieur de Valmont s'est servi de cette clé pour venir dans ma chambre, comme j'étais endormie. Je m'y attendais si peu qu'il m'a fait bien peur en me réveillant. Mais comme il m'a parlé tout de suite, je l'ai reconnu et je n'ai pas crié. Et puis l'idée m'est venue d'abord qu'il venait peut-être m'apporter une lettre de Danceny. C'en était bien loin. Un petit moment après, il a voulu m'embrasser. Et pendant que je me défendais comme c'est naturel, il a si bien fait que je n'aurais pas voulu pour toute chose au monde. Mais lui voulait un baiser auparavant. Il a bien fallu, car comment faire? D'autant que j'avais essayé d'appeler, mais, outre que je n'ai pas pu, il a bien su me dire que s'il venait quelqu'un, il saurait bien rejeter toute la faute sur moi. Et en effet, c'était bien facile, à cause de cette clé. Ensuite, il ne s'est pas retiré davantage. Il en a voulu un second. Et celui-là, je ne savais pas ce qui en était, mais il m'a toute troublée. Mais après, c'était encore pis qu'auparavant. Oh, par exemple, c'est bien mal, ça. Enfin, après, vous m'exempterez bien de dire le reste, mais je suis malheureuse autant qu'on puisse l'être. Ce que je me reproche le plus, et dont pourtant il faut que je vous parle, c'est que j'ai peur de ne pas m'être défendue autant que je le pouvais. Je ne sais pas comment cela se faisait. Sûrement, je n'aime pas Monsieur de Valmont, bien au contraire. Et il y avait des moments où j'étais comme si je l'aimais. Vous jugez bien que ça ne m'empêchait pas de lui dire toujours que non, mais je sentais bien que je ne faisais pas comme je disais. Et ça, c'était comme malgré moi. Et puis aussi, j'étais bien troublée. S'il est toujours aussi difficile que ça de se défendre,
Il faut y être bien accoutumé. Il est vrai que M. de Valmont a des façons de dire qu'on ne sait pas comment faire pour lui répondre. Enfin, croiriez-vous que quand il s'en est allé, j'en étais comme fâchée, et que j'ai eu la faiblesse de consentir qu'il revînt ce soir? Ça me désole encore plus que tout le reste. Oh, malgré ça, je vous promets bien que je l'empêcherai d'y venir. Il n'a pas été sorti que j'ai bien senti que j'avais eu bien tort de lui promettre. Aussi, j'ai pleuré tout le reste du temps. C'est surtout Danceny qui me faisait de la peine. Toutes les fois que je songeais à lui, mes pleurs redoublaient que j'en étais suffoquée. J'y songeais toujours. Et à présent encore vous en voyez l'effet. Voilà mon papier tout trempé. Non, je ne me consolerai jamais, ne fût-ce qu'à cause de lui. Enfin, je n'en pouvais plus, et pourtant je n'ai pas pu dormir une minute. Et ce matin, en me levant, quand je me suis regardée au miroir, je faisais peur tant j'étais changée. Maman s'en est aperçue dès qu'elle m'a vue, et elle m'a demandé ce que j'avais. Moi, je me suis mise à pleurer tout de suite. Je croyais qu'elle m'allait gronder, et peut-être ça m'aurait fait moins de peine. Mais au contraire, elle m'a parlé avec douceur. Je ne le méritais guère. Elle m'a dit de ne pas m'affliger comme ça. Elle ne savait pas le sujet de mon affliction. Que je me rendrais malade. Il y a des moments où je voudrais être morte. Je n'ai pas pu y tenir. Je me suis jetée dans ses bras en sanglotant et en lui disant « Ah, maman, votre fille est bien malheureuse. » Maman n'a pu s'empêcher de pleurer un peu. Et tout cela n'a fait qu'augmenter mon chagrin. Heureusement, elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais si malheureuse, car je n'aurais su que lui dire. Je vous en supplie, madame, écrivez-moi le plus tôt que vous pourrez, et dites-moi ce que je dois faire, car je n'ai le courage de songer à rien, et je ne fais que m'affliger. Vous voudrez bien m'adresser votre lettre par M. de Valmont. Mais je vous en prie, si vous lui écrivez en même temps, ne lui parlez pas que je vous ai rien dit. J'ai l'honneur d'être, madame, avec toujours bien de l'amitié, votre très humble et très obéissante servante. Je n'ose pas signer cette lettre. Du château de quelque part ce 1er octobre 1700 avec 2 étoiles. Lettre 98. Madame de Volanges à la marquise de Merteuil. Il y a bien peu de jours, ma charmante amie, que c'était vous qui me demandiez des consolations et des conseils. Aujourd'hui c'est mon tour. Et je vous fais pour moi la même demande que vous me faisiez pour vous. Je suis bien réellement affligée, et je crains de n'avoir pas pris les meilleurs moyens pour éviter les chagrins que j'éprouve. C'est ma fille qui cause mon inquiétude. Depuis mon départ, je l'avais bien vue toujours triste et chagrine. Mais je m'y attendais, et j'avais armé mon cœur d'une sévérité que je jugeais nécessaire. J'espérais que l'absence, les distractions détruiraient bientôt un amour que je regardais plutôt comme une erreur de l'enfance que comme une véritable passion. Cependant, loin d'avoir rien gagné depuis mon séjour ici, je m'aperçois que cet enfant se livre de plus en plus à une mélancolie dangereuse, et je crains tout de bon que sa santé ne s'altère. Particulièrement depuis quelques jours, elle change à vue d'œil. Hier, surtout, elle me frappa, et tout le monde ici en fut vraiment alarmé. Ce qui me prouve encore combien elle est affectée vivement, c'est que je la vois prête à surmonter la timidité qu'elle a toujours eue avec moi. Hier matin, sur la simple demande que je lui fis si elle était malade, elle se précipita dans mes bras en me disant qu'elle était bien malheureuse, et elle pleura aux sanglots. Je ne puis vous rendre la peine qu'elle m'a faite. Les larmes me sont venues aux yeux tout de suite, et je n'ai eu que le temps de me détourner pour empêcher qu'elle ne me vît. Heureusement, j'ai eu la prudence de ne lui faire aucune question, et elle n'a pas osé m'en dire davantage. Mais il n'en est pas moins clair que c'est cette malheureuse passion qui la tourmente. Quel parti prendre pourtant? C'est cela dur. Ferai-je le malheur de ma fille? Tournerai-je contre elle les qualités les plus précieuses de l'âme, la sensibilité et la constance? Est-ce pour cela que je suis sa mère? Et quand j'étoufferai ce sentiment si naturel qui nous fait vouloir le bonheur de nos enfants, quand je regarderai comme une faiblesse ce que je crois au contraire le premier, le plus sacré de nos devoirs, si je force son choix, n'aurais-je pas à répondre des suites funestes qu'il peut avoir?
Quel usage à faire de l'autorité maternelle que de placer sa fille entre le crime et le malheur. Mon ami, je n'imiterai pas ce que j'ai blâmé si souvent. J'ai pu sans doute tenter de faire un choix pour ma fille. Je ne faisais en cela que l'aider de mon expérience. Ce n'était pas un droit que j'exerçais, je remplissais un devoir. J'en trahirais un, au contraire, en disposant d'elle au mépris d'un penchant que je n'ai pas su empêcher de naître, et dont ni elle ni moi ne pouvons connaître ni l'étendue ni la durée. Non, je ne souffrirai point qu'elle épouse celui-ci pour aimer celui-là, et j'aime mieux compromettre mon autorité que sa vertu. Je crois donc que je vais prendre le parti le plus sage de retirer la parole que j'ai donnée à monsieur de Gercourt. Vous venez d'en voir les raisons. Elles me paraissent devoir l'emporter sur mes promesses. Je dis plus, dans l'état où sont les choses, remplir mon engagement, ce serait véritablement le violer. Car enfin, si je dois à ma fille de ne pas livrer son secret à monsieur de Gercourt, je dois au moins à celui-ci de ne pas abuser de l'ignorance où je le laisse, et de faire pour lui tout ce que je crois qu'il ferait lui-même s'il était instruit. Irais-je, au contraire, le trahir indignement quand il se livre à ma foi, et tandis qu'il m'honore en me choisissant pour sa seconde mère, le tromper dans le choix qu'il veut faire de la mère de ses enfants. Ces réflexions si vraies et auxquelles je ne peux me refuser m'alarment plus que je ne puis vous dire. Au malheur qu'elles me font redouter, je compare ma fille, heureuse avec l'époux que son cœur a choisi, ne connaissant ses devoirs que par la douceur qu'elle trouve à les remplir. Mon gendre également satisfait et se félicitant chaque jour de son choix, chacun d'eux ne trouvant le bonheur que dans le bonheur de l'autre, et celui de tous deux se réunissant pour augmenter le mien. L'espoir d'un avenir si doux doit-il être sacrifié à de vaines considérations? Et quelles sont celles qui me retiennent? Uniquement des vues d'intérêt. De quel avantage sera-t-il donc pour ma fille d'être née riche, si elle n'en doit pas moins être esclave de la fortune? Je conviens que monsieur de Gercourt est un parti meilleur, peut-être, que je ne devais l'espérer pour ma fille. J'avoue même que j'ai été extrêmement flattée du choix qu'il a fait d'elle. Mais enfin, Danceny est d'une aussi bonne maison que lui. Il ne lui cède en rien pour les qualités personnelles. Il a sur monsieur de Gercourt l'avantage d'aimer et d'être aimé. Il n'est pas riche à la vérité, mais ma fille ne l'est pas assez pour eux deux. Ah, pourquoi lui ravir la satisfaction si douce d'enrichir ce qu'elle aime? Ces mariages qu'on calcule au lieu de les assortir, qu'on appelle de convenance, et où tout se convient en effet, hors les goûts et les caractères, ne sont-ils pas la source la plus féconde de ces éclats scandaleux qui deviennent tous les jours plus fréquents? J'aime mieux différer, au moins j'aurai le temps d'étudier ma fille que je ne connais pas. Je me sens bien le courage de lui causer un chagrin passager, si elle en doit recueillir un bonheur plus solide. Mais de risquer de la livrer à un désespoir éternel, cela n'est pas dans mon cœur. Voilà, ma chère amie, les idées qui me tourmentent et sur quoi je réclame vos conseils. Ces objets sévères contrastent beaucoup avec votre aimable gaieté, et ne paraissent guère de votre âge. Mais votre raison l'a tant devancée. Votre amitié d'ailleurs aidera votre prudence. Et je ne crains point que l'une ou l'autre se refuse à la sollicitude maternelle qui les implore. Adieu, ma charmante amie. Ne doutez jamais de la sincérité de mes sentiments. Du château de quelque part ces 2 octobre 1702 étoiles. Lettre 99. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Encore de petits événements, ma belle amie, mais des scènes seulement, point d'action. Ainsi armez-vous de patience. Prenez-en même beaucoup, car, tandis que ma présidente marche à si petits pas, votre pupille recule, et c'est bien pis encore. Eh bien, j'ai le bon esprit de m'amuser de ces misères-là. Véritablement, je m'accoutume fort bien à mon séjour ici. Et je puis dire que dans le triste château de ma vieille tante, je n'ai pas éprouvé un moment d'ennui. Au fait, n'y ai-je pas jouissance, privation, espoir, incertitude? Qu'a-t-on de plus sur un plus grand théâtre, des spectateurs? Et laissez faire, ils ne me manqueront pas. S'ils ne me voient pas à l'ouvrage, je leur montrerai ma besogne faite. Ils n'auront plus qu'à admirer et applaudir. Oui, ils applaudiront. Car je puis enfin prédire avec certitude le moment de la chute de mon austère dévote. J'ai assisté ce soir à l'agonie de la vertu.
La douce faiblesse va régner à sa place. Je n'en fixe pas l'époque plus tard qu'à notre première entrevue. Mais déjà je vous entends crier à l'orgueil. Annoncer sa victoire, se vanter à l'avance. Et là, calmez-vous. Pour vous prouver ma modestie, je vais commencer par l'histoire de ma défaite. En vérité, votre pupille est une petite personne bien ridicule. C'est bien un enfant qu'il faudrait traiter comme tel, et à qui on ferait grâce en ne le mettant qu'en pénitence. Croiriez-vous qu'après ce qui s'est passé avant-hier entre elle et moi, après la façon amicale dont nous nous sommes quittés hier matin, lorsque j'ai voulu y retourner le soir comme elle en était convenue, j'ai trouvé sa porte fermée en dedans? Qu'en dites-vous? On éprouve quelquefois de ces enfantillages-là la veille, mais le lendemain, cela n'est-il pas plaisant? Je n'en ai pourtant pas ri d'abord. Jamais je n'avais autant senti l'empire de mon caractère. Assurément, j'allais à ce rendez-vous sans plaisir, et uniquement par procédé. Mon lit, dont j'avais grand besoin, me semblait pour le moment préférable à celui de tout autre, et je ne m'en étais éloigné qu'à regret. Cependant, je n'ai pas eu plutôt trouvé un obstacle que je brûlais de le franchir. J'étais humilié, surtout, qu'un enfant m'eût joué. Je me retirai donc avec beaucoup d'humeur, et dans le projet de ne plus me mêler de ce sot enfant, ni de ses affaires, je lui avais écrit sur le champ un billet que je comptais lui remettre aujourd'hui, et où je l'évaluais à son juste prix. Mais comme on dit, la nuit porte conseil. J'ai trouvé ce matin que, n'ayant pas ici le choix des distractions, il fallait garder celle-là. J'ai donc supprimé le sévère billet. Depuis que j'y ai réfléchi, je ne reviens pas d'avoir eu l'idée de finir une aventure avant d'avoir en main de quoi en perdre l'héroïne. Où nous mène pourtant un premier mouvement. Heureux ma belle amie qui a su comme vous s'accoutumer à n'y jamais céder. Enfin j'ai différé ma vengeance. J'ai fait ce sacrifice à vos vues sur Gercourt. À présent que je ne suis plus en colère, je ne vois plus que du ridicule dans la conduite de votre pupille. En effet, je voudrais bien savoir ce qu'elle espère gagner par là. Pour moi, je m'y perds. Si ce n'est que pour se défendre, il faut convenir qu'elle s'y prend un peu tard. Il faudra bien qu'un jour elle me dise le mot de cette énigme. J'ai grande envie de le savoir. C'est peut-être seulement qu'elle se trouvait fatiguée. Franchement, cela se pourrait, car sans doute elle ignore encore que les flèches de l'amour, comme la lance d'Achille, portent avec elles le remède aux blessures qu'elles font. Mais non, à sa petite grimace de toute la journée, je parierais qu'il entre là-dedans du repentir. Là, quelque chose comme de la vertu. De la vertu. C'est bien à elle qu'il convient d'en avoir. Ah, qu'elle la laisse à la femme véritablement née pour elle, la seule qui sache l'embellir, qui la ferait aimer. Pardon, ma belle amie, mais c'est ce soir même que s'est passée entre Madame de Tourvel et moi la scène dont j'ai à vous rendre compte, et j'en conserve encore quelque émotion. J'ai besoin de me faire violence pour me distraire de l'impression qu'elle m'a faite. C'est même pour m'y aider que je me suis mis à vous écrire. Il faut pardonner quelque chose à ce premier moment. Il y a déjà quelques jours que nous sommes d'accord, Madame de Tourvel et moi, sur nos sentiments. Nous ne disputons plus que sur les mots. C'était toujours, à la vérité, son amitié qui répondait à mon amour. Mais ce langage de convention ne changeait pas le fond des choses. Et quand nous serions restés ainsi, j'en aurais peut-être été moins vite, mais non pas moins sûrement. Déjà même il n'était plus question de m'éloigner comme elle le voulait d'abord. Et pour les entretiens que nous avons journellement, si je mets mes soins à lui en offrir l'occasion, elle met les siens à la saisir. Comme c'est ordinairement à la promenade que se passent nos petits rendez-vous, le temps affreux qu'il a fait tout aujourd'hui ne me laissait rien espérer. J'en étais même vraiment contrariée. Je ne prévoyais pas combien je devais gagner à ce contretemps. Ne pouvant se promener, on s'est mis à jouer en sortant de table. Et comme je joue peu et que je ne suis plus nécessaire, j'ai pris ce temps pour monter chez moi sans autre projet que d'y attendre à peu près la fin de la partie. Je retournai joindre le cercle quand j'ai trouvé la charmante femme qui entrait dans son appartement et qui, soit imprudence ou faiblesse, m'a dit de sa douce voix « Où allez-vous donc? Il n'y a personne au salon. » Il ne m'en a pas fallu davantage, comme vous pouvez croire, pour essayer d'entrer chez elle. J'y ai trouvé moins de résistance que je ne m'y attendais. Il est vrai que j'avais eu la précaution de commencer la conversation à la porte, et de la commencer indifférente.
Mais à peine avons-nous été établis que j'ai ramené la véritable et que j'ai parlé de mon amour à mon amie. Sa première réponse, quoique simple, m'a paru assez expressive. « Oh, tenez, m'a-t-elle dit, ne parlons pas de cela ici. » Et elle tremblait. La pauvre femme, elle se voit mourir. Pourtant, elle avait tort de craindre. Depuis quelque temps, assurée du succès un jour ou l'autre, et la voyant user tant de force dans d'inutiles combats, j'avais résolu de ménager les miennes et d'attendre sans effort qu'elle se rendît de lassitude. Vous sentez bien qu'ici, il faut un triomphe complet, et que je ne veux rien devoir à l'occasion. C'est même d'après ce plan formé, et pour pouvoir être pressant sans m'engager trop, que je suis revenu à ce mot d'amour si obstinément refusé. Sûr qu'on me croyait assez d'ardeur, j'ai essayé un ton plus tendre. Ce refus ne me fâchait plus, il m'affligeait. Ma sensible amie ne me devait-elle pas quelque consolation? Tout en me consolant, une main était restée dans la mienne, le joli corps était appuyé sur mon bras, et nous étions extrêmement rapprochés. Vous avez sûrement remarqué combien dans cette situation, à mesure que la défense mollit, les demandes et les refus se passent de plus près. Comment la tête se détourne et les regards se baissent, tandis que les discours, toujours prononcés d'une voix faible, deviennent rares et entrecoupés. Ces symptômes précieux annoncent d'une manière non équivoque le consentement de l'âme. Mais rarement a-t-il encore passé jusqu'au sens. Je crois même qu'il est toujours dangereux de tenter alors quelque entreprise trop marquée. Parce que cet état d'abandon n'étant jamais sans un plaisir très doux, on ne saurait forcer d'en sortir sans causer une humeur qui tourne infailliblement au profit de la défense. Mais dans le cas présent, la prudence m'était d'autant plus nécessaire que j'avais surtout à redouter l'effroi que cet oubli d'elle-même ne manquerait pas de causer à ma tendre rêveuse. Aussi, cet aveu que je demandais, je n'exigeais pas même qu'il fût prononcé. Un regard pouvait suffire. Un seul regard, et j'étais heureux. Ma belle amie, les beaux yeux se sont en effet levés sur moi. La bouche céleste a même prononcé « Eh bien, oui, je… » Mais tout à coup, le regard s'est éteint, la voix a manqué, et cette femme adorable est tombée dans mes bras. À peine avais-je eu le temps de l'y recevoir que, se dégageant avec une force convulsive, la vue égarée et les mains élevées vers le ciel, « Dieu, oh mon Dieu, sauvez-moi » s'est-elle écriée, et sur-le-champ, plus prompte que l'éclair, elle était à genoux à 10 pas de moi. Je l'entendais prête à suffoquer. Je me suis avancé pour la secourir, mais elle, prenant mes mains qu'elle baignait de pleurs, quelquefois même embrassant mes genoux, « Oui, ce sera vous, » disait-elle. « Ce sera vous qui me sauverez. Vous ne voulez pas ma mort. Laissez-moi. Sauvez-moi, laissez-moi. Au nom de Dieu, laissez-moi. » Et ce discours peu suivi s'échappait à peine à travers des sanglots redoublés. Cependant, elle me tenait avec une force qui ne m'aurait pas permis de m'éloigner. Alors, rassemblant les miennes, je les soulevai dans mes bras. Au même instant, les pleurs ont cessé. Elle ne parlait plus. Tous ses membres se sont roidis, et de violentes convulsions ont succédé à cet orage. J'étais, je l'avoue, vivement émue, et je crois que j'aurais consenti à sa demande, quand les circonstances ne m'y auraient pas forcé. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'après lui avoir donné quelques secondes, je l'ai laissée comme elle m'en priait, et que je m'en félicite. Déjà, j'en ai presque reçu le prix. Je m'attendais qu'ainsi que le jour de ma première déclaration, elle ne se montrerait pas de la soirée. Mais vers les 8 heures, elle est descendue au salon, et a seulement annoncé au cercle qu'elle s'était trouvée fort incommodée. Sa figure était abattue, sa voix faible, et son maintien composé. Mais son regard était doux, et souvent il s'est fixé sur moi. Son refus de jouer m'ayant même obligé de prendre sa place, elle a pris la sienne à mon côté. Pendant le souper, elle est restée seule dans le salon. Quand on y est revenu, j'ai cru m'apercevoir qu'elle avait pleuré. Pour m'en éclaircir, je lui ai dit qu'il me semblait qu'elle s'était encore ressentie de son incommodité, à quoi elle m'a obligeamment répondu « Ce mal-là ne s'en va pas si vite qu'il vient. » Enfin, quand on s'est retiré, je lui ai donné la main, et à la porte de son appartement, elle a serré la mienne avec force. Il est vrai que ce mouvement m'a paru avoir quelque chose d'involontaire,
Mais tant mieux, c'est une preuve de plus de mon empire. Je parierais qu'à présent elle est enchantée d'en être là. Tous les frais sont faits. Il ne reste plus qu'à jouir. Peut-être, pendant que je vous écris, s'occupe-t-elle déjà de cette douce idée. Et quand même elle s'occuperait, au contraire, d'un nouveau projet de défense. Ne savons-nous pas bien ce que deviennent tous ces projets-là? Je vous le demande. Cela peut-il aller plus loin que notre prochaine entrevue? Je m'attends bien, par exemple, qu'il y aura quelque façon pour l'accorder. Mais bon, le premier pas franchi, ces prudes austères savent-elles s'arrêter? Leur amour est une véritable explosion. La résistance y donne plus de force. Ma farouche dévote courrait après moi si je cessais de courir après elle. Enfin, ma belle amie, incessamment j'arriverai chez vous, pour vous sommer de votre parole. Vous n'avez pas oublié sans doute ce que vous m'avez promis après le succès, cette infidélité à votre chevalier. Êtes-vous prête? Pour moi, je le désire comme si nous ne nous étions jamais connus. Au reste, vous connaître est peut-être une raison pour le désirer davantage. Je suis juste, et ne suis point galant. Note de bas de page. Voltaire, comédie de Nanine. Aussi ce sera la première infidélité que je ferai à ma grave conquête. Et je vous promets de profiter du premier prétexte pour m'absenter 24 heures d'auprès d'elle. Ce sera sa punition, de m'avoir tenu si longtemps éloignée de vous. Savez-vous que voilà plus de 2 mois que cette aventure m'occupe? Oui, 2 mois, et 3 jours. Il est vrai que je compte demain, puisqu'elle ne sera véritablement consommée qu'alors. Cela me rappelle que mademoiselle de B a résisté les 3 mois complets. Je suis bien aise de voir que la franche coquetterie a plus de défense que l'austère vertu. Adieu, ma belle amie. Il faut vous quitter car il est fort tard. Cette lettre m'a mené plus loin que je ne comptais. Mais comme j'envoie demain matin à Paris, j'ai voulu en profiter pour vous faire partager un jour plus tôt la joie de votre ami. Le château de quelque part, ce 2 octobre 1700, des étoiles au soir. Lettre 100. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Mon ami, je suis joué, trahi, perdu. Je suis au désespoir. Madame de Tourvel est partie. Elle est partie et je ne l'ai pas su. Et je n'étais pas là pour m'opposer à son départ, pour lui reprocher son indigne trahison. Ah, ne croyez pas que je l'eusse laissée partir. Elle serait restée. Oui, elle serait restée. Eussé-je dû employer la violence. Mais quoi? Dans ma crédule sécurité, je dormais tranquillement. Je dormais et la foudre est tombée sur moi. Non, je ne conçois rien à ce départ. Il faut renoncer à connaître les femmes. Quand je me rappelle la journée d'hier, que dis-je, la soirée même, ce regard si doux, cette voix si tendre, et cette main serrée. Et pendant ce temps, elle projetait de me fuir. Ô femmes, femmes, plaignez-vous donc si l'on vous trompe. Mais oui, toute perfidie qu'on emploie est un vol qu'on vous fait. Quel plaisir j'aurai à me venger. Je la retrouverai, cette femme perfide. Je reprendrai mon empire sur elle. Si l'amour m'a suffi pour en trouver les moyens, que ne fera-t-il pas aider de la vengeance? Je la verrai encore à mes genoux, tremblante et baignée de pleurs, me criant merci de sa trompeuse voix. Et moi je serai sans pitié. Que fait-elle à présent? Que pense-t-elle? Peut-être elle s'applaudit de m'avoir trompé, et, fidèle au goût de son sexe, ce plaisir lui paraît le plus doux. Ce que n'a pu la vertu tant vanter, l'esprit de ruse l'a produit sans effort. Insensé, je redoutais sa sagesse. C'était sa mauvaise foi que je devais craindre. Et être obligé de dévorer mon ressentiment, n'oser montrer qu'une tendre douleur quand j'ai le cœur rempli de rage, me voir réduit à supplier encore une femme rebelle qui s'est soustraite à mon empire. Devais-je donc être humilié à ce point? Et par qui? Par une femme timide et qui jamais ne s'est exercée à combattre. À quoi me sert de m'être établi dans son cœur, de l'avoir embrasé de tous les feux de l'amour, d'avoir porté jusqu'au délire le trouble de ses sens? Si tranquille dans sa retraite, elle peut aujourd'hui s'enorgueillir de sa fuite plus que moi de mes victoires. Et je le souffrirai. Mon ami, vous ne le croyez pas.
Vous n'avez pas de moi cette humiliante idée. Mais quelle fatalité m'attache à cette femme? Sans autre ne désire-t-elle pas mes soins? Ne s'empresseront-elles pas d'y répondre? Quand même aucune ne voudrait celle-ci, l'attrait de la variété, le charme des nouvelles conquêtes, l'éclat de leur nombre, n'offre-t-il pas des plaisirs assez doux? Pourquoi courir après celui qui nous fuit, et négliger ceux qui se présentent? Ah, pourquoi? Je l'ignore, mais je l'éprouve fortement. Il n'est plus pour moi de bonheur, de repos, que par la possession de cette femme que je hais et que j'aime avec une égale fureur. Je ne supporterai mon sort que du moment où je disposerai du sien. Alors tranquille et satisfait, je la verrai à son tour livrée aux orages que j'éprouve en ce moment. J'en exciterai 1000 autres encore. L'espoir et la crainte, la méfiance et la sécurité, tous les maux inventés par la haine, tous les biens accordés par l'amour, je veux qu'ils remplissent son cœur, qu'il s'y succède à ma volonté. Ce temps viendra, mais que de travaux encore. Que j'en étais prêt hier, et qu'aujourd'hui je m'en vois éloigné. Comment m'en rapprocher? Je n'ose tenter aucune démarche. Je sens que, pour prendre un parti, il faudrait être plus calme, et mon sang bout dans mes veines. Ce qui redouble mon tourment, c'est le sang-froid avec lequel chacun répond ici à mes questions sur cet événement, sur sa cause, sur tout ce qu'il offre d'extraordinaire. Personne ne sait rien, personne ne désire de rien savoir, à peine en aurait-on parlé, et j'avais consenti qu'on parlât d'autre chose. Madame de Rosemonde, chez qui j'ai couru ce matin quand j'ai appris cette nouvelle, m'a répondu avec le froid de son âge que c'était la suite naturelle de l'indisposition que Madame de Tourvel avait eue hier, qu'elle avait craint une maladie, et qu'elle avait préféré d'être chez elle. Elle trouve cela tout simple. Elle en aurait fait autant, m'a-t-elle dit, comme s'il pouvait y avoir quelque chose de commun entre elles deux. Entre elle qui n'a plus qu'à mourir, et l'autre qui fait le charme et le tourment de ma vie. Madame de Volanges, que d'abord j'avais soupçonnée d'être complice, ne paraît affectée que de n'avoir pas été consultée sur cette démarche. Je suis bien aise, je l'avoue qu'elle n'ait pas eu le plaisir de me nuire. Cela me prouve encore qu'elle n'a pas, autant que je le craignais, la confiance de cette femme. C'est toujours une ennemie de moins. Comme elle se féliciterait si elle savait que c'est moi qu'on a fui, comme elle se serait gonflée d'orgueil si c'eût été par ses conseils, comme son importance en aurait redoublé. Mon Dieu, que je la hais. Oh, je renouerai avec sa fille. Je veux la travailler à ma fantaisie. Aussi bien, je crois que je resterai ici quelque temps. Au moins, le peu de réflexion que j'ai pu faire me porte à ce parti. Ne croyez-vous pas, en effet, qu'après une démarche aussi marquée, mon ingrate doit redouter ma présence? Si donc l'idée lui est venue que je pourrais la suivre, elle n'aura pas manqué de me fermer sa porte, et je ne veux pas plus l'accoutumer à ce moyen qu'en souffrir l'humiliation. J'aime mieux lui annoncer au contraire que je reste ici. Je lui ferai même des instances pour qu'elle y revienne. Et quand elle sera bien persuadée de mon absence, j'arriverai chez elle. Nous verrons comment elle supportera cette entrevue. Mais il faut la différer pour en augmenter l'effet. Et je ne sais encore si j'en aurai la patience. J'ai eu 20 fois dans la journée la bouche ouverte pour demander mes chevaux. Cependant, je prendrai sur moi. Je m'engage à recevoir votre réponse ici. Je vous demande seulement, ma belle amie, de ne pas me la faire attendre. Ce qui me contrarierait le plus serait de ne pas savoir ce qui se passe. Mais mon chasseur, qui est à Paris, a des droits à quelque accès auprès de la femme de chambre. Il pourra me servir. Je lui envoie une instruction et de l'argent. Je vous prie de trouver bon que je joigne l'un et l'autre à cette lettre, et aussi d'avoir soin de les lui envoyer par un de vos gens, avec ordre de les lui remettre à lui-même. Je prends cette précaution parce que le drôle a l'habitude de n'avoir jamais reçu les lettres que je lui écris, quand elles lui prescrivent quelque chose qui le gêne, et que, pour le moment, il ne me paraît pas aussi épris de sa conquête que je voudrais qu'il le fût. Adieu, ma belle amie. S'il vous vient quelque idée heureuse, quelque moyen de hâter ma marche, faites-m'en part. J'ai éprouvé plus d'une fois combien votre amitié pouvait être utile. Je l'éprouve encore en ce moment, car je me sens plus calme depuis que je vous écris. Au moins, je parle à quelqu'un qui m'entend, et non aux automates près de qui je végète depuis ce matin. En vérité, plus je vais, et plus je suis tentée de croire qu'il n'y a que vous et moi dans le monde qui valions quelque chose.
du château de Clébebin, ce 3 octobre 1700 et 2 étoiles.